Bonjour à toutes et toutes, très contente d'être avec vous ce matin. Ici c'est le matin, je sais que c'est l'après-midi pour vous. Et je me réjouis de discuter avec vous aujourd'hui de l'enseignement explicite et en quoi cette thématique est vraiment, je pense, au cœur des questions d'équité qui sont la thématique de cette semaine internationale de la pédagogie. Un petit instant ici, un petit réglage à faire et voilà. Alors en guise d'introduction, j'aimerais vous poser une problématique, une double problématique finalement, qui sont les difficultés scolaires et comportementales de certains élèves qui peuvent les amener à être à risque de sortie précoce du système éducatif sans qualification. Et finalement, ces difficultés de gestion des apprentissages et de gestion des comportements peuvent également impacter les enseignants et la pénurie d'enseignants qui est assez forte dans certains systèmes éducatifs. Et donc finalement, la mise en œuvre de pratiques efficaces et équitables, qui est la thématique dont on va discuter, c'est vraiment un enjeu majeur à la fois pour les élèves et pour les enseignants. Alors, dans cette conférence, je vais essayer de voir avec vous en quoi l'enseignement explicite offre des pistes importantes pour alimenter les réflexions de ce quatrième séminaire international de la pédagogie. Euh, Parce qu'en effet, vous allez le constater avec moi, cette approche pédagogique propose des pratiques efficaces et équitables pour réduire les inégalités. Alors, ce qui est aussi intéressant, on aura l'occasion de le voir ensemble, vous allez voir, c'est que c'est une approche pédagogique qui nous permet, en tant qu'enseignants, de gérer les deux grandes facettes de notre métier, c'est-à-dire la gestion de classe et la gestion des apprentissages. Donc, ça offre des pistes pour ces deux grandes fonctions de l'enseignement. Et donc, c'est au cœur des questions d'équité, évidemment. Voici le plan de mon intervention. Donc, avant toute chose, on va clarifier ce qu'on entend par efficacité dans cette conférence et dans les écrits sur lesquels je m'appuie pour vous parler aujourd'hui d'enseignement explicite. Ensuite de ça, on va se focaliser sur ce fameux enseignement explicite avec quelques définitions, une présentation de ces étapes et de quelques gestes professionnels clés de cette approche pédagogique et aussi quelques exemples d'outils issus de mon dernier ouvrage qui ont pour but de soutenir les enseignants dans la mise en œuvre de l'enseignement explicite. On touchera aussi en quelques minutes à l'enseignement explicite des comportements parce que j'aimerais vraiment vous montrer la force, on va dire, de ce modèle pour gérer à la fois les apprentissages et les comportements. Et on dira aussi quelques mots de la pratique réflexive des enseignants et en quoi l'enseignement explicite peut l'alimenter, la nourrir. Et puis évidemment, ça me fera grand plaisir de répondre à vos questions durant la période de questions-réponses. Alors voici les sources principales sur lesquelles je me base aujourd'hui. Les écrits initiaux de Rosenshine, qui sont des études menées dans des classes dont je vous parlerai tout à l'heure. Suivi également de d'autres ressources du même type sur la gestion de classe. Le point commun de ces sources, elles ne sont pas les seules ici, c'est qu'elles reposent vraiment sur des expérimentations menées dans des classes et dans des écoles. J'y reviendrai dans quelques instants. Et puis, je me base également sur mes deux derniers ouvrages sur l'enseignement explicite que vous voyez apparaître à l'écran et que vous pouvez vous procurer si vous le souhaitez via les deux liens que vous voyez apparaître à l'écran. Alors, premier point, comme je vous le disais, c'est nécessaire de nous mettre d'accord sur ce qu'on entend par efficacité dans le cadre de cette conférence. Parce que finalement, si vous ouvrez un dictionnaire, vous allez trouver une définition assez générale de ce qu'est l'efficacité, puisqu'être efficace, c'est produire son effet, atteindre son objectif. On comprendra donc que finalement, l'efficacité, elle se définit en fonction des résultats qu'on veut atteindre. Je caricature un peu, mais si on prenait le temps maintenant de demander à chacun c'est quoi l'efficacité pour lui, peut-être qu'on obtiendrait des réponses différentes. Et donc finalement, derrière chaque définition de l'efficacité se cachent des valeurs. Moi, je vous propose aujourd'hui une vision là de l'efficacité qui est celle de Bloom,
Et puis, je vais aller un petit peu plus loin et vous montrer comment on peut la mesurer concrètement dans les classes, cette efficacité, puisque c'est ce qui nous préoccupe aussi, c'est d'aller voir vraiment si ce qu'on propose, ça a un vrai impact pour réduire les inégalités. Alors, donc, voici ce que nous disait Bloom déjà en 1979, mais je trouve la situation toujours marquante et intéressante aujourd'hui. Donc, dans le passé, les sociétés ont largement reposé sur une prédiction et une sélection des talents conçus pour obtenir un petit groupe de personnes bien éduquées. Les sociétés modernes optent pour le développement éducatif d'un plus grand nombre de personnes. Toute société qui accorde une telle valeur à l'éducation et à la scolarité jusqu'à obliger tout individu à consacrer à l'école une partie importante de sa vie doit trouver le moyen de rendre l'éducation attrayante et signifiante pour tous les élèves. Elle ne peut se contenter de sélectionner des talents, elle doit les développer. Donc on a une idée ici à travers cette citation de ce vers quoi Bloom tendait en termes d'efficacité, c'est-à-dire favoriser la réussite non pas seulement de quelques élèves en particulier, mais vraiment du plus grand nombre d'élèves. Ce qui est intéressant avec les propos de Bloom, c'est que finalement, il va aussi plus loin, parce que vous pourriez me dire, ah d'accord, mais où veut-elle en venir et comment on fait concrètement pour savoir ce qui est efficace dans les classes? Eh bien, Bloom va plus loin parce qu'une fois qu'on est d'accord sur une définition de l'efficacité, par exemple celle que je viens de vous montrer, mais il faut aller plus loin et mesurer l'atteinte ou non des objectifs visés. Et c'est ce que nous permet de faire également Bloom en nous précisant que l'enseignement efficace, finalement, ça correspond à trois effets conjoints. Pour pouvoir dire que quelque chose est efficace dans une classe, on va avoir besoin d'une élévation de la moyenne de l'ensemble des résultats des élèves, mais aussi d'une réduction de la variance de l'ensemble des résultats. Ça veut dire que je ne veux pas juste augmenter ma moyenne parce qu'elle sera peut-être gonflée par les résultats de quelques élèves particuliers, mais je veux aussi réduire les différences de résultats entre mes élèves. Et troisième effet, un enseignement efficace correspond également à une diminution de la corrélation entre l'origine sociale de chaque élève et plus généralement ses caractéristiques initiales et ses résultats. Donc c'est vraiment quand on a une combinaison de ces trois composantes qu'on va parler d'enseignement efficace au sens de Bloom. Et donc vous comprendrez qu'un enseignement efficace, selon cet auteur, c'est donc également un enseignement équitable. Alors, ce qui est intéressant avec les recherches en enseignement efficace et en enseignement explicite dont on va parler, vous allez le voir, c'est qu'elles ont vraiment été mesurées concrètement si certaines stratégies produisaient ce type d'effet chez les élèves. Donc vraiment les trois composantes et étaient donc effectivement efficaces et équitables. C'est l'objet de mes quelques diapositives suivantes. Je suis allée un petit peu vite. Voilà, maintenant qu'on s'est mis d'accord sur une définition de l'efficacité, comment peut-on dire qu'une pratique est efficace au sens de Bloom? Alors, pour vous expliquer ça rapidement, avant de vous proposer une partie encore plus concrète sur l'enseignement explicite, je vais vous raconter un peu l'histoire finalement de l'enseignement explicite, d'où ce modèle vient, et ça va vous permettre de découvrir comment on mesure finalement l'efficacité d'une stratégie pédagogique dans une classe. Alors pour ça, pour s'intéresser aux notions d'efficacité, on a différents types de sources d'informations qui vont nous intéresser. Alors si je vous raconte la petite histoire de l'enseignement explicite, ça va tout de suite être plus clair pour vous. La première chose que vous devez savoir sur l'enseignement explicite, c'est que ce n'est pas une approche pédagogique qui a été inventée un jour par un chercheur qui se serait réveillé un matin en se disant, tiens, aujourd'hui je vais proposer aux enseignants une nouvelle façon de faire et voici les différentes choses qu'ils devront faire en classe pour respecter cette approche pédagogique. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Ça a commencé en fait d'abord par des recherches descriptives
aux alentours des années 70. Alors, comment ça marchait ces études? À cette époque, des chercheurs ont pris le temps d'aller s'asseoir dans de nombreuses classes et d'aller observer les comportements des enseignants. Ils ont comme ça constaté que certains gestes professionnels dont on va parler tout à l'heure, par exemple les démonstrations, la pratique guidée, la pratique autonome, les rétroactions, ces gestes professionnels-là, ils étaient associés à une plus grande réussite des élèves. Donc, dit autrement, dans les classes où on observait ces gestes professionnels-là, on observait aussi une plus grande réussite des élèves. Toutefois, à l'époque, on n'était pas certain, vu que c'était des études descriptives, que c'était vraiment ces gestes professionnels qui causaient la meilleure réussite des élèves, parce qu'une étude descriptive ne permet pas de mettre en évidence finalement une relation de cause à effet entre la pratique et les résultats des élèves. Donc il fallait aller plus loin. C'est ce qu'ont fait les chercheurs dans un second temps, et ce type de recherche est toujours mené de nos jours en faisant des recherches expérimentales. Alors là, je vous ai synthétisé un peu le tout de manière un peu simplifiée, mais grosso modo, à quoi ça ressemble une recherche expérimentale. Mais d'un côté, on va avoir un groupe d'enseignants à l'époque que les chercheurs avaient formé à mettre en place les gestes professionnels intéressants qui avaient été repérés lors des études précédentes. Souvenez-vous, les démonstrations, la pratique guidée, les rétroactions, etc., qui était donc nommé le groupe expérimental. Et de l'autre côté, on prenait un groupe d'enseignants qui continuaient à enseigner comme ils le faisaient d'habitude, qu'on appelait le groupe témoin. On prenait des mesures de résultats des élèves avant l'expérimentation et après l'expérimentation. Et c'est comme ça que ces chercheurs ont montré que les élèves des enseignants formés aux pratiques intéressantes qui avaient été repérées lors des études précédentes faisaient effectivement mieux réussir leurs élèves. Donc il y avait effectivement un lien de cause à effet qui avait été déterminé. Alors ici, je vous ai simplifié un petit peu le tout sur une diapo, mais sachez que des études comme ça, il y en a eu plusieurs, et parfois même qui comparaient plusieurs groupes d'enseignants et qui comparaient un peu les résultats de différentes pédagogies finalement sur les résultats des élèves. Et bien souvent dans ces études, l'enseignement explicite ressortait comme une approche vraiment intéressante en termes d'équité, qui est vraiment le thème qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant avec ces études qui ont eu lieu, c'est qu'on peut maintenant les synthétiser dans ce qu'on appelle des méta et des méga-analyses, qui sont des synthèses de ce type de recherche qu'il faut bien sûr lire avec un esprit critique aussi, parce que euh, il- c'est des synthèses de recherche, donc forcément la synthèse est aussi bonne que les études qu'elle synthétise, mais en tout cas, il y en a qui sont intéressantes et qui nous permettent de prendre connaissance d'un grand nombre de recherches euh, en lisant un article. Par exemple, celui-ci qui est intéressant, qui est la synthèse réalisée par Steve Bissonnette et ses collègues au sujet des stratégies d'enseignement efficaces pour favoriser les apprentissages fondamentaux auprès des élèves en difficulté de niveau élémentaire. Et enfin, on a un dernier niveau finalement pour nous appuyer quand on parle d'enseignement explicite, qui est que finalement, aujourd'hui, on peut dire que l'enseignement explicite repose finalement sur une triple concordance entre les recherches expérimentales dont je viens de vous parler, entre les recherches en psychologie cognitive, qui sont de toutes autres recherches dont je vais vous dire un mot dans une minute, et finalement entre sa définition conceptuelle qui est très opérationnelle, très convaincante, on va dire, avec un ensemble de gestes professionnels précis auxquels il est possible de se former. Ce sera l'objet de la deuxième partie de cette conférence. Quelques mots avant ça sur les recherches en psychologie cognitive. C'est intéressant d'en parler parce que finalement, ce sont des toutes autres recherches qui ont été menées de manière complètement indépendante des premières dont je viens de vous parler et qui nous permettent finalement maintenant de comprendre pourquoi l'enseignement explicite fonctionne
notamment parce qu'il tient compte de la charge cognitive des apprenants. Et donc finalement, cette petite histoire de l'enseignement explicite que je vous ai faite ce matin, euh, ça montre que c'est une approche pédagogique qui constitue une importante base de connaissances, minutieusement conçue et toujours mise à jour actuellement. Et on n'a aucune recherche finalement qui a invalidé tous ces résultats. Donc on a vraiment beaucoup de choses sur lesquelles se baser pour proposer cette approche pédagogique. Toutefois, je tiens à préciser, et j'y reviendrai en fin de conférence, que je suis pas en train de vous dire que l'enseignement explicite, c'est ce qu'il faut utiliser toute la journée, tout le temps, et que c'est l'unique approche pédagogique à utiliser. C'est pas du tout l'objet de mon propos, mais ça offre une série de pistes concrètes dont on va pouvoir discuter et qui sont vraiment utiles pour enrichir le répertoire des enseignants euh, au bénéfice de leurs élèves et à des fins d'équité. Alors, deuxième partie de cette conférence, on va maintenant aller plus en détail sur ce qu'est l'enseignement explicite et essayer de se donner des images un peu plus concrètes de ce à quoi ça peut ressembler dans une classe. Alors, avant ça, un léger détour vers l'étymologie, mais je trouve ça assez intéressant. Donc, le terme explicite signifie ouvert à la compréhension, pas obscur ni ambigu. Ça vient du français explicite et du latin explicitus, qui signifie non obstrué. Et je trouve ça assez joli. Ce terme, il était écrit à la fin des livres médiévaux pour expliquer que voilà, le livre était déroulé, donc l'histoire était terminée. Cette étymologie, elle est quand même assez intéressante avant d'aller plus en détail parce que finalement, il faut imaginer comme un parchemin enroulé. Ben, si j'ai ma feuille qui est enroulée devant vous, vous pouvez pas lire ce qui est dessus. Par contre, si je le déroule devant vous, eh bien là, vous allez pouvoir lire ce qui est dessus. Donc et on pourrait avoir la même chose avec des élèves. Donc c'est assez éclairant de voir que l'étymologie mettait déjà en évidence l'idée de dérouler une sorte de raisonnement ou d'histoire finalement devant son interlocuteur. Et finalement, dans la littérature scientifique, cette idée de dévoiler, elle est bien présente aussi. Hattie utilise les termes visible teaching et visible learning pour mettre en évidence le fait que l'enseignement doit être visible et explicite pour les élèves et que l'apprentissage des élèves doit lui aussi être rendu visible pour l'enseignant via une série de gestes professionnels dont on va parler ensemble. Et donc finalement, en utilisant la démarche de l'enseignement explicite, l'enseignant tente de rendre explicite ce qui se passe en classe, les démarches, les étapes, les objectifs, l'implicite pouvant être néfaste aux apprentissages et à l'équité finalement, puisque il y a des élèves qui vont avoir encore plus de difficultés que d'autres à déceler certaines formes d'implicite, donc on doit vraiment faire attention à ça. Alors, avant de vous présenter plus concrètement l'enseignement explicite et ses étapes, je tiens à préciser que l'enseignement explicite s'insère bien dans un modèle pour gérer l'hétérogénéité des élèves dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle la réponse à l'intervention et qui est constitué de trois paliers d'intervention. Au premier palier, on met en œuvre pour l'ensemble des élèves des stratégies dont l'efficacité a été démontrée de manière empirique. Au deuxième palier, donc le premier palier permet en général à environ 80% des élèves de réaliser les apprentissages attendus. Au deuxième palier, pour environ 15% d'élèves, on va avoir besoin de mettre en place des interventions supplémentaires ciblées en sous-groupe. Et au dernier palier, pour environ 5% des élèves, on va avoir besoin de mettre en place des stratégies plus intensives encore et individualisées. L'enseignement explicite tel que je vous le présente aujourd'hui est vraiment considéré comme une stratégie universelle de premier palier qu'on peut offrir à tous les élèves et qui va être intéressante pour un grand nombre d'entre eux.
Ça signifie que pour certains élèves, on va avoir besoin de mettre en place des interventions supplémentaires, mais ça offre déjà vraiment une stratégie de palier 1 vraiment très très intéressante pour beaucoup d'élèves. Avant de vous présenter les fameuses étapes, je tiens aussi à préciser que dans le temps qui m'est imparti ce matin, je me focalise surtout sur ce qu'on appelle la phase d'interaction de l'enseignant avec les élèves lors de l'enseignement explicite. Donc vraiment le moment, on va dire, de face à face pédagogique entre l'enseignant et ses élèves en classe. Toutefois, c'est important que vous sachiez que ce que je vais vous présenter nécessite au préalable une bonne planification et ensuite également des activités de consolidation pour permettre aux élèves de mémoriser, de réviser, de retravailler les contenus vus lors de la phase d'interaction. Alors, je vais maintenant vous présenter les étapes et les gestes professionnels de l'enseignement explicite. Pour ce faire, je vais m'appuyer sur plusieurs outils que j'ai publiés dans les deux ouvrages que je vous ai mentionnés tout à l'heure. Le premier outil à gauche, c'est un outil qu'on a appelé avec mes collègues l'échelle d'enseignement-apprentissage. C'est un outil composé de 5 vignettes qui présente aux élèves et aux enseignants les 5 étapes dans un langage accessible aux élèves. Donc c'est un outil intéressant parce que ça permet finalement d'enseigner également aux élèves ce qui est attendu d'eux lors de chacune des étapes d'une leçon d'enseignement explicite. Et ça leur donne finalement des clés et beaucoup d'autonomie pour bien cerner finalement comment ils apprennent également. Le deuxième outil, c'est finalement une représentation de 7 gestes professionnels fondamentaux caractéristiques de l'enseignement explicite, mais qu'on peut aussi utiliser de manière plus large lors de différentes leçons, peu importe l'approche pédagogique choisie. Et ces gestes professionnels, finalement, ils vont avoir lieu lors de certaines étapes. Je vais y revenir dans quelques instants. Vous voyez ici que le premier outil dont je vous ai parlé, on peut par exemple l'afficher sur son tableau. Il y a deux versions en termes d'image. Il y en a une qui est plus adaptée au maternel et au primaire et une plus adaptée au secondaire. Mais l'idée est le même, c'est que l'enseignant peut, avec un aimant par exemple, montrer aux élèves à quelle étape ils en sont au niveau de la leçon d'enseignement explicite. Alors, je vous présente maintenant brièvement chacune des 5 étapes de l'enseignement explicite, à savoir l'ouverture de la leçon, le modelage, la pratique guidée, la pratique autonome et la clôture. Alors l'ouverture sert à obtenir l'attention des élèves afin qu'ils soient en mesure de comprendre les objectifs de la leçon et son utilité. Elle sert également à rappeler les connaissances préalables nécessaires aux nouveaux apprentissages. Pour ce faire, on va obtenir l'attention des élèves via différentes stratégies. Chaque enseignant peut trouver sa stratégie. Il y en a qui utilisent une clochette, il y en a qui tapent dans les mains, il y en a qui disent une petite phrase. Donc ça, tout dépend un peu de vos habitudes, mais l'idée, c'est d'obtenir l'attention des élèves. Ça a l'air idiot, mais il y a des recherches qui ont montré que beaucoup de leçons commençaient sans ce petit geste professionnel qui est pourtant important, notamment aussi d'établir un contact visuel avec chacun des élèves. Souvenez-vous ici que je suis en train de vous montrer différents gestes professionnels concrets. Ils ont tous été mis en évidence, souvenez-vous, par mes fameuses recherches du début, là où les chercheurs sont allés prendre le temps de s'asseoir dans les classes pour observer ce que faisaient les enseignants. Donc c'est normal que certaines stratégies vous semblent peut-être évidentes, mais d'un autre côté, il y en a d'autres qui sont parfois moins connues, et c'est un peu leur combinaison qui permet justement aux enseignants d'obtenir de bons résultats en termes d'équité. Donc c'est vraiment intéressant de les voir tous ensemble. Certains, peut-être que vous connaissez déjà et c'est tant mieux, et d'autres, peut-être que vous connaissez un peu moins. Ensuite, l'enseignant présente l'objectif de la leçon en cours et surtout, il va justifier cet objectif, c'est-à-dire qu'il va expliquer aux élèves pourquoi c'est utile
et où et quand ça va leur servir. Ensuite de ça, il va vérifier de manière spécifique la compréhension des objectifs. De manière spécifique, ça veut dire pas juste en demandant aux élèves, comme on le fait parfois, OK, ça va, est-ce que vous avez compris? Mais vraiment en posant des questions bien précises et en demandant aux élèves de reformuler avec leurs mots les objectifs de la leçon. Il va aussi leur fournir des rétroactions de qualité et leur réenseigner les connaissances préalables si nécessaire. Ce focus vraiment important sur l'objectif au début de la leçon est vraiment important parce qu'on peut avoir parfois, et il y a des chercheurs qui ont mis ça en évidence, une sorte de confusion des élèves entre la tâche qu'on leur propose et l'objectif de la leçon. C'est pour, c'est pour cette raison, par exemple, que des élèves de maternelle à qui on a demandé en fin de journée ce qu'ils avaient appris aujourd'hui, ont répondu, par exemple, parfois découper et coller, alors que le but de la leçon, c'était de mettre les mots d'une phrase dans l'ordre. Alors, ils avaient dû à un moment découper et coller les mots de la phrase, mais cette activité, on va dire plus motrice, avait pris toute leur attention et ils n'étaient pas capables en fin de journée d'expliquer finalement ce qu'ils avaient réellement appris. Pire encore, on a parfois certains élèves qui répondent rien à la question qu'as-tu appris aujourd'hui, font pas nécessairement ça par provocation, mais parce que c'est difficile pour eux de verbaliser ce qu'ils ont appris et que peut-être l'objectif de la leçon n'était pas clair pour eux. Voici un exemple d'outil qui peut soutenir les enseignants dans la présentation d'un objectif aux élèves avec différentes questions auxquelles répondre pour leur présenter le quoi, donc l'objectif, mais aussi le pourquoi, le où et le quand. La mise en œuvre de ce contenu ou de la compétence pourrait être utile aux élèves. Je vois le temps qui file, donc je vais avancer un peu plus vite sur les prochaines étapes pour nous garder un temps de discussion. Et en tout cas, sachez que les outils que je vous présente un peu rapidement, ils sont tous disponibles dans les références que je vous ai montrées tout à l'heure et en particulier dans le dernier ouvrage dont on vous a parlé. Alors, au niveau du modelage, ben, imaginez qu'on regarde maintenant un lecteur en train de lire un livre silencieusement, ben, on n'a aucune information sur ce qui se passe dans sa tête. Pourtant, il y a plein de choses qui se passent quand on lit. On met en place des stratégies, notamment d'inférence, pour déceler des informations qui ne sont pas explicitement écrites dans le texte. Mais pour savoir ce qui se passe dans la tête d'un lecteur, on a besoin que celui-ci verbalise à voix haute ses propres pensées. Et c'est l'objet du modelage, qui est vraiment de montrer aux élèves comment réaliser une tâche. Alors c'est quelque chose d'assez court, hein, parce que le modelage est parfois à tort assimilé à une espèce de long discours ou de monologue de l'enseignant, ce qui n'est pas du tout le cas, puisque c'est une étape assez courte qui dure quelques minutes, mais où l'enseignant partage avec ses élèves son raisonnement et donc tout ce qui se passe dans sa tête quand il réalise une tâche. Donc le modelage a vraiment deux volets, hein, le fait de faire la tâche devant l'élève, mais aussi le fait de l'expliciter à voix haute, donc de mettre un haut-parleur sur sa pensée, ou pour refaire un petit clin d'œil à mon étymologie de tout à l'heure, de dérouler finalement ce qui se passe dans sa tête. Si on prend mon exemple de l'inférence, là, donc l'inférence qui est d'apprendre à déceler des informations qui ne sont pas explicitement écrites dans un texte, ben, l'enseignant pourrait lire un petit texte devant ses élèves en verbalisant toutes les questions qu'il se pose pour inférer des éléments qui ne sont pas explicitement écrits dans le texte et donc bien comprendre le texte. Donc, lors de cette étape, bah, tout ça, je l'ai déjà dit, l'enseignant va aussi montrer des exemples et des contre-exemples. Il peut aussi parfois se tromper volontairement devant les élèves pour leur montrer des erreurs fréquentes à ne pas commettre lorsqu'on réalise une certaine tâche. Et ça nécessite, vous le comprendrez, une planification minutieuse parce qu'on n'a pas toujours l'habitude de vraiment verbaliser ce qui se passe dans notre tête quand on réalise certaines tâches.
Et finalement, on pourrait penser que les élèves vont être un peu passifs lors de cette étape, mais pas du tout, parce qu'il ne faut pas confondre ici activité physique et cognitive. Donc les élèves sont vraiment actifs durant cette phase. Ils écoutent attentivement l'enseignant, ils essayent de faire des liens entre leurs connaissances préalables et le nouvel apprentissage. Ils se préparent à réaliser la tâche à leur tour, ils peuvent préparer leurs questions, ils se préparent à reformuler avec leurs mots, puisque dans l'enseignement explicite, l'enseignant demande souvent aux élèves de réexpliquer avec leurs mots ce qu'ils ont compris. Donc, on peut considérer ici que les élèves, avec un peu de préparation, peuvent être vraiment actifs cognitivement lors d'un modelage. Et ensuite de ça, on a notre troisième étape de l'enseignement explicite qui est sans doute la plus importante, où les élèves vont s'entraîner à pratiquer des tâches similaires à celles que l'enseignant vient de leur montrer ensemble et avec l'enseignant. Donc l'élève n'est pas encore tout seul à ce stade pour pratiquer la stratégie. Alors l'objectif ici, c'est vraiment qu'il le pratique avec les collègues et l'enseignant. Donc comme je viens de le dire, il n'est pas encore tout seul. Et il y a donc plusieurs modalités qui sont possibles pour organiser cette pratique guidée. Je vous en présente deux. On pourrait, par exemple, après avoir montré lors du modelage aux élèves comment faire une inférence, on pourrait en choisir quelques-uns au hasard et leur demander d'aller en refaire des inférences au tableau sur un autre petit texte en mettant à leur tour le fameux haut-parleur sur leur pensée. Alors pourquoi on les choisirait au hasard ici? Pas pour les embêter, ce serait une espèce de petite routine qu'on aurait mis en place avec eux et qu'on leur aurait bien explicité pour leur montrer que on va pas interroger toujours les mêmes ou ceux qui lèvent la main, mais on va interroger au hasard pour permettre au plus grand nombre d'élèves d'être interrogés et de recevoir une rétroaction. Finalement, c'est une question aussi d'équité et cette stratégie-là, quand elle est bien expliquée, elle est en général bien appréciée des élèves. Une autre modalité, c'est l'enseignement réciproque. Alors là, toujours dans mon histoire d'inférence, j'aurais fait des groupes de deux après avoir fait mon modelage et j'aurais demandé aux élèves par deux, avec un autre petit texte, l'élève A aurait dû produire des inférences devant l'élève B et l'élève B ensuite aurait dû faire la même chose. Et donc, ils s'entraînent à deux à mettre un haut-parleur sur leur pensée. Et donc, l'élève qui réalise la tâche, il verbalise sa pensée devant son copain. Et puis, son copain, il l'écoute attentivement et il l'aide si besoin ou il lui donne de la rétroaction. Et puis, on inverse les rôles. Et on peut même combiner ces deux modalités au sein d'une même leçon. Donc, ce que j'appelle au début, là, quand on choisit au hasard quelques élèves pour aller au tableau, ou même en restant à leur place, ils pourraient le faire. En fait, l'inférence ici, dans cet exemple-ci, on peut appeler ça la pratique guidée collective et l'enseignement réciproque. Si on a le temps, on peut même faire les deux au sein d'une même leçon. Voici un exemple d'outil qui explicite précisément les rôles attendus des deux élèves lors de l'enseignement réciproque. Donc ça pourrait vous être utile en support à ce que je viens de vous présenter. Lors de la pratique guidée, il y a plein de gestes professionnels vraiment importants dont je vous ai déjà parlé brièvement qui sont mis en œuvre. Il y a le fait de mettre en œuvre des consignes claires, de vérifier régulièrement de manière spécifique la compréhension des élèves. Donc souvenez-vous, ça je vous ai dit, on va plutôt privilégier les questions ouvertes de type peux-tu reformuler avec tes mots ce que nous avons vu plutôt que avez-vous compris, qui ne force pas vraiment l'élève à expliciter sa pensée et auquel il peut nous répondre oui, 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 j'ai compris même si c'est pas le cas, ou alors il pense avoir compris, mais si c'est pas le cas. Tandis que si je lui demande de reformuler avec ses mots, là, il va être obligé de verbaliser et moi, ça va me donner des informations en tant qu'enseignante sur sa compréhension. Voici un autre exemple d'outil avec des petites questions qui peuvent être utiles pour vraiment vérifier la compréhension de manière spécifique des élèves. Lors de la pratique guidée, il y a aussi la gestion de la participation qui est importante, je vous l'ai dit.
Par exemple, en interrogeant les élèves au hasard avec les petites précautions que je vous ai données. Vous trouvez aussi des outils pour faire ça dans l'ouvrage dont je vous ai parlé. Et on a aussi tout ce qui est rétroaction. Là, je vais un petit peu plus vite que ce que j'avais prévu, voyant l'heure tourner. Mais on a aussi tout ce qui est rétroaction, où on va essayer de donner des rétroactions les plus riches possibles aux élèves, pour leur donner beaucoup d'informations sur ce qu'ils ont compris ou ce qu'ils n'ont pas compris, en vue de les aider à s'améliorer. Lors de la pratique guidée, je vais aussi me déplacer dans la classe et fournir de l'aide aux élèves s'ils en ont besoin. Des étés qui peuvent être visuels, verbaux ou physiques. Et très important, avant de passer à la suite, de passer à la pratique autonome, je vais mettre en place dans ma classe un petit test formatif. Et chaque étudiant doit obtenir un minimum de 80% de réponses correctes pour passer à l'étape suivante, à savoir la pratique autonome. Alors la pratique autonome, comme son nom l'indique, elle vise à fournir aux élèves suffisamment de pratiques individuelles pour leur permettre d'intégrer les nouvelles connaissances ou compétences avec leurs connaissances ou compétences préalables. Donc là, l'élève s'exerce seul à réaliser des tâches similaires. L'aide de l'enseignant va donc être réduite, mais il va toujours continuer à vérifier la compréhension et à donner des rétroactions aux élèves. Désolée pour la petite coquille sur la diapositive. Mon diaporama était paramétré en anglais, donc ça a engendré quelques petites coquilles de ce type-là. Au niveau de la pratique autonome, on va mettre en évidence l'importance du fait que il est important que les élèves pratiquent dans différents contextes pour assurer le transfert des nouvelles connaissances. Et on va viser ici un seuil de réussite de 90 à 95% de réponses correctes par élève. Alors, c'est très important de vous préciser que tout ce que je viens de vous présenter ici, ça pouvait sembler un peu linéaire, dans le sens on fait une étape, on passe à la suivante, et ainsi de suite. Mais en réalité, c'est une approche beaucoup plus itérative que ça qui permet une véritable différenciation. Je m'explique. En réalité, ce que je vous ai présenté de manière assez linéaire, il faut que vous sachiez que tous les élèves ne sont pas nécessairement tous à la même étape au même moment. Et c'est toute la beauté et la richesse, je pense, de l'enseignement explicite quand on l'a bien compris. C'est que vous pouvez avoir un certain nombre d'élèves qui est parti en pratique autonome parce qu'ils ont, par exemple, réussi votre test de formatif avec les 80% de réussite pendant que vous gardez avec vous quelques élèves en pratique guidée qui éprouvent encore des difficultés et où là, vous pouvez leur proposer un accompagnement plus soutenu pendant que les autres sont plus autonomes, tout comme vous pouvez même leur proposer par moment un nouveau modelage si ça répond à leurs besoins. Donc c'est vraiment une approche d'enseignement explicite quand on l'a bien comprise, qui offre un cadre très intéressant et concret pour mettre en place la différenciation en classe et on sait que ça peut être une difficulté et un défi tout à fait compréhensible. La clôture, dernière étape, elle va viser à permettre aux élèves de prendre du recul sur ce qu'ils ont appris, de poursuivre la pratique et de prendre connaissance du sujet de la prochaine leçon afin d'établir des liens entre les différents apprentissages. Pour ce faire, je vais à nouveau vérifier la compréhension des élèves, donner des rétroactions et introduire l'objectif de la leçon suivante pour faire des liens entre les différents apprentissages. À nouveau, pour chaque étape, finalement, là, je vous en ai mis vraiment que deux, trois dans le diapo, mais vous trouvez des exemples d'outils qui peuvent vous soutenir à mettre en place ce type d'étape dans vos classes. Un dernier mot tout de même sur la planification. Tout ce que je vous ai montré, comme je l'avais dit en préambule, nécessite, vous l'aurez compris, une planification minutieuse. Vous trouverez dans le même ouvrage des exemples de planification de leçons et un canevas de planification de leçons qui peut vous aider à planifier ces différentes étapes et les gestes professionnels qui leur sont associés. Un très petit mot
sur l'enseignement explicite des comportements parce que c'est aussi vraiment une question d'équité. L'enseignement explicite permet d'envisager l'enseignement des comportements sociaux au même titre que l'enseignement des mathématiques, du français ou encore des sciences. C'est vraiment une question d'équité parce que tous nos élèves n'ont pas la chance d'acquérir en dehors de l'école des comportements attendus dans la société. Et l'une des grandes forces de l'enseignement explicite, c'est qu'il nous offre des pistes non seulement pour enseigner des contenus, mais aussi pour enseigner des comportements. Et donc, dans l'ouvrage dont je vous ai parlé, on propose une démarche composée de 3 temps pour enseigner des comportements positifs de manière explicite. Et cette démarche, on la propose à partir des travaux de plusieurs auteurs que vous voyez à l'écran. J'en ai mis quelques exemples, mais il y en a d'autres. Très rapidement, l'enseignant va choisir des valeurs pour sa classe. Les valeurs, c'est vraiment quelque chose de très important dans cette démarche. C'est le cœur, le fondement de l'enseignement explicite des comportements. Et il va formuler des attentes comportementales qui opérationnalisent, on va dire, ces valeurs, qui les rendent concrètes euh, lors des différents moments importants de sa classe. Donc, dans l'outil que vous voyez là, qui est un exemple réalisé avec un enseignant, ben, l'enseignant, il a choisi 3 valeurs qui sont les rangées dans le tableau et il a mis en évidence 4 grandes activités qu'il fait souvent dans sa classe. Et à l'intersection de chaque valeur et de chaque activité, il a formulé des attentes comportementales formulées en jeu, donc à la première personne du singulier pour impliquer l'élève et positivement, donc pas de manière négative. On n'a pas dit je ne cours pas dans le couloir parce que si on dit ça à l'élève, ben, on lui dit pas ce qu'on attend de lui. On écrit alors de manière positive, je marche calmement dans le couloir, par exemple. Et donc, on évite ainsi les listes d'interdits et on se concentre sur les comportements positifs à enseigner à nos élèves. Alors attention qu'une fois que j'ai fait ça, là, mes 2 premières étapes, j'ai pas encore enseigné explicitement, j'ai juste clarifié mes attentes pour enseigner explicitement, eh bien, je vais passer exactement par mes 5 mêmes étapes que je vous ai présentées tout à l'heure, notamment le modelage où je vais montrer aux élèves le comportement attendu ainsi que des contre-exemples de comportements non attendus en classe et surtout la pratique guidée où les élèves vont avoir l'opportunité de s'exercer à mettre en place les comportements positifs, pas les contre-exemples évidemment, on ne fait pas d'exercice avec les contre-exemples. Ils vont avoir l'opportunité de s'entraîner à les mettre en œuvre et de recevoir de la rétroaction de l'enseignant sur leur comportement. Je suis très rapide sur cette partie-là, j'aurais pu vous faire une conférence complète sur le sujet. Mais sachez que l'enseignement explicite des comportements est vraiment un levier vers une gestion de classe préventive, positive et non punitive. Si vous voulez en savoir plus, je me réjouis évidemment d'en discuter avec vous dans quelques instants. Le mot de la fin, vous dire également que l'enseignement explicite offre des pistes pour alimenter la pratique réflexive des enseignants. J'ai pas le temps ce matin de vous expliquer tout ça en détail, mais je vous ai mis dans le diaporama plusieurs outils et grilles d'observation qui sont disponibles dans les ouvrages dont je vous ai parlé et qui permettent à l'enseignant d'alimenter sa pratique réflexive et d'observer de manière précise ses gestes professionnels en vue de les améliorer. Je vous ai indiqué aussi quelques publications sur le sujet parce que c'est vraiment une des spécialités que j'ai développées dans le cadre de ma thèse et avec des collègues par la suite au niveau de l'observation des pratiques enseignantes afin de les améliorer en se servant notamment de l'enseignement explicite, même si à nouveau, je suis pas en train de dire que l'enseignement explicite est la seule approche à utiliser pour enseigner et pour porter un regard réflexif sur sa pratique, mais c'est une piste vraiment intéressante et soutenue par des recherches qui est vraiment intéressante pour enrichir la palette de stratégies pédagogiques mises en œuvre par les enseignants. En conclusion, l'enseignement explicite est une approche pédagogique équitable et concrète
qui favorise les apprentissages et un climat de classe positif, qui propose une série de gestes professionnels de gestion des apprentissages et de gestion de classe auxquels il est possible de se former. Un tout dernier mot sur les deux ouvrages dont je vous ai parlé. Juste vous mentionner que dans chacun, vous retrouvez un cahier de ressources à télécharger et dans le dernier en particulier, de nombreux outils pour la classe qu'il est possible de télécharger avec l'ouvrage. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'ai presque respecté mon 45 minutes et je me réjouis de discuter avec vous et de répondre à vos questions.